Quelques mois après Fukushima, la question des énergies est au centre de cette campagne présidentielle. Faut-il sortir du nucléaire? Peut-on le faire? Et si oui, comment? Comment favoriser les énergies renouvelables? Reportage, entretien, nous allons répondre à vos questions. Mais d'abord, souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, Nicolas Hulot faisait intrusion dans la campagne présidentielle avec son pacte pour l'écologie. Signe des temps, Nicolas Sarkozy, alors nouvellement élu président de la République, fait de son ministre de l'Environnement le numéro 2 du gouvernement et convoque un Grenelle de l'environnement. 5 ans après, qu'en reste-t-il? Marie Brémaud nous fait un bilan. Début 2007, un homme tente d'imposer une nouvelle préoccupation au cœur de la campagne présidentielle. Nicolas Hulot, via son pacte, souhaite que l'écologie devienne une priorité pour le futur chef de l'État. Jamais les enjeux écologiques et climatiques n'ont été aussi présents dans une campagne présidentielle et le pacte écologique, avec le travail des autres associations, y est probablement pour quelque chose. À quelques mois de l'élection, les candidats mordent à l'hameçon et répondent à l'appel de l'animateur populaire. Ils s'engagent à mettre en œuvre les 10 objectifs et les 5 propositions du pacte. L'environnement s'incruste au devant de la scène politique. Ce ne sont pas les intérêts d'un clan, d'une secte, d'une couleur, je veux dire d'une couleur politique, ce sont les intérêts de l'humanité tout entière. Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le Grenelle de l'environnement est inauguré en grande pompe en présence d'Al Gore, prix Nobel de la paix. État, collectivités locales, ONG, tous réunis autour d'une même table. C'est le temps du consensus et des espoirs verts. Les préjugés ont été laissés à l'extérieur de l'Élysée et j'ai l'impression que nos interlocuteurs nous ont regardés sans préjugés, réciproquement, et c'est très important. Je pense que l'écologie est sortie de son ghetto. Avec 268 engagements, ce New Deal écologique à la française est très ambitieux. Moins de pesticides, mise en place d'une prime à la casse, d'une taxe carbone, d'une éco-pastille, la création de 2000 km de lignes de TGV ou encore un gros coup de pouce pour favoriser les investissements en énergie durable. L'extase environnementale atteint les plus hautes sphères de l'État. C'est pas un exercice artistique, le Grenelle. C'est la révolution écologique dont tout pays occidental a besoin. C'est obligatoire. Non seulement on n'a pas le choix, mais ça va être du bonheur. C'est pas ça passe ou ça casse. Ça passe, ça doit passer. Au Sénat et à l'Assemblée nationale, le texte est adopté à la quasi-unanimité. Oui, mais voilà, sur le chemin écolo, les embûches se multiplient. La fameuse taxe carbone, retoquée par le Conseil constitutionnel. Les aides au photovoltaïque suspendues. Le contexte économique morose sonne la fin de la parenthèse environnementale enchantée. Je voudrais d'ailleurs dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Le Grenelle 2, censé traduire concrètement les engagements du Grenelle 1, arrive devant les députés en mai 2010. On a vu depuis ce début d'année 2010 une sorte de climat d'écolo-scepticisme, peut-être à la suite de certaines paroles malheureuses du président de la République voilà 2 mois, qui fait que les lobbies se sont déchaînés et sont montés au créneau. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par des amendements venant essentiellement de l'UMP qui n'ont cessé de faire régresser, reculer, voire trahir l'esprit et le texte du Grenelle de 2007. Bilan mitigé pour la Révolution verte. 4 ans après son pacte, Nicolas Hulot passe à l'action. J'ai pour ma part franchi un cap. Jusqu'ici, je crois que mon mode d'engagement, notamment avec ma fondation, a été utile. Mais j'estime que ma responsabilité maintenant est de passer à une autre étape. J'ai donc décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Hulot, candidat aux primaires d'Europe Écologie Les Verts, symbole d'un échec en matière d'écologie et si la France avait finalement accouché d'une souris. Bonjour. Bonjour. Alain Baugrain-Dubourg, est-ce que ce Grenelle a accouché d'une souris? Oh non, on ne peut pas dire d'une souris. C'est pas d'un éléphant, malheureusement, mais c'est d'un animal respectable. Parce qu'il y aura toujours un avant et un après Grenelle. Il faut se rappeler
qu'avant le Grenelle, le ministère de l'écologie était encore considéré comme le ministère de l'impossible. En fait, il n'y avait aucun moyen, c'était un ministère qui n'avait aucune autorité. Et là, on voit que pour la première fois dans l'histoire de la République, on a affaire à un ministère qui peut déployer une influence en faveur des questions environnementales. Et ça, c'est essentiel. Je crois que dans le caractère positif du Grenelle, ça a été, pour commencer, la capacité des acteurs des 5 collèges à se parler. Précédemment, ils s'ignoraient, ils se méconnaissaient, et bien souvent, il y avait des bras de fer. Ce que vous appelez les 5 collèges, c'est les associations donc, et les groupes Les groupes, c'est-à-dire aussi bien l'État que les collectivités, que les syndicats, le patronat et les associations. Et quand on est arrivé pour la première fois autour de la table, il y a eu ce que Jean-Louis Borloo a appelé plus tard une sorte de magie. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y ait d'un côté les environnementalistes qui disent « il faut changer la société » et de l'autre « on ne bouge rien ». Et en vérité, chacun est venu avec son panier de la ménagère, avec des propositions et s'est dit « oui, on doit réfléchir au devenir ». Et y compris de la part du MEDEF ou des syndicats qui avaient une priorité, c'est l'emploi, ou même de la FNSEA, qui ne sont pas nos partenaires les plus faciles, eh bien, il y avait une volonté de réfléchir. Et ça a été quand même bien. Et puis la situation s'est dégradée au fur et à mesure qu'on passait des idées généreuses à la mise en application. Et là, on rentrait dans le pragmatisme. Et il y a 2 choses qui étaient handicapantes. La première, c'est que ça allait coûter de l'argent. Et la deuxième, c'est que ça allait changer les habitudes. Alors, on a vu l'échec du sommet de Copenhague, le Grenelle qui a été quelque peu vidé en fait, de sa substance au vu de la crise économique. Est-ce que selon vous, il y a quand même un manque de volonté politique dans cette histoire ? Très honnêtement, je crois qu'il y a un manque de volonté politique et on retrouve toujours le même circuit infernal où on se dit on va donner l'impression d'être davantage contraignant et par conséquent on va déplaire aux électeurs. Voilà, je crois qu'il y a un devoir d'explication. Si les élus étaient davantage sensibilisés, rendons hommage au passage à ceux qui le sont et qui agissent quand même avec courage. S'ils étaient davantage sensibilisés, ils sensibiliseraient leurs électeurs à ces priorités. Mais je suis vraiment désolé de voir que cette crise dramatique qui nous affecte aujourd'hui va effacer d'autres priorités dont on ne peut pas s'exonérer. C'est le dérèglement climatique. Si on n'investit pas tout de suite, on va le payer très cher. Un seul exemple, les abeilles qui butinent gratuitement produisent 30% de la production agroalimentaire, permettent cette production. Elles sont menacées. Et elles sont très menacées actuellement. On peut multiplier les exemples. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'avec la crise économique, on est face à la fois à l'urgence du dérèglement climatique et de la biodiversité. Quelques mois après Fukushima, c'est bien la question du nucléaire qui cristallise les inquiétudes. Avec ses 58 réacteurs, la France est le 2e producteur au monde, derrière les États-Unis. Et si les accidents nucléaires sont rares, les conséquences sont souvent désastreuses et les autorités tâchent de rassurer les populations. Alors, faut-il avoir peur d'un accident nucléaire en France ? Comment les exploitants garantissent la sécurité de leurs installations? C'est un reportage de Fabrice Cunet. La remise en service a eu lieu. Le cœur a été renoyé à 11h30. Les camions environnement surveillent et cartographient le site. Vous savez ce qui se passe ce matin? On fait un exercice pour au cas où il y a un problème à la centrale. Exercice de sécurité pour ces enfants et opération de communication pour les exploitants de la centrale toute proche. Dans la salle de classe, on ne croit pas trop au scénario catastrophe. Ça fait depuis beaucoup de temps que la centrale est là, elle n'a jamais encore eu de problème. Et si par exemple un tremblement de terre, rien ne peut se passer parce que la centrale elle a des roulettes. En fait, des patins antisismiques plutôt que des roulettes. Mais si l'explication fait sourire le directeur de la centrale de Cruas, elle valide surtout un travail de pédagogie lancé auprès des habitants au lendemain de Fukushima.
C'est une spécificité de Cruas et donc après le séisme japonais, on a expliqué comment la centrale de Cruas était construite pour résister au séisme et finalement ils le restituent avec leurs mots, mais ils ont compris l'objectif. L'objectif de ce matin, vérifier les nouvelles procédures de sécurité. Bon, mais on déclenche la cellule de crise, conformément au plan communal de sauvegarde. Sur le bureau du maire, le plan de sauvegarde communal, sorte d'abécédaire en cas d'accident sur le site de la centrale. C'est la première fois qu'on l'applique et c'est quand même un plus par rapport évidemment à ce qu'on avait auparavant. On n'avait rien auparavant. Donc aujourd'hui, en ouvrant le classeur et en allant aux fiches actions, on peut intervenir évidemment très rapidement. Sur le site de la centrale de Cruas, à quelques minutes de la mairie, c'est une première, l'intervention de la force d'action rapide nucléaire. Ces super agents sont l'une des réponses à la catastrophe japonaise. On a déjà des choses actuellement, on n'a pas rien. On a des conventions entre sites. S'il y avait un accident à Cruas, les voisins de Tricastin à côté viendraient bien évidemment aider les collègues de Cruas. Mais on veut demain passer à un degré de professionnalisation supérieure avec une vraie force capable, entraînée, mobilisable 24 heures sur 24. C'est bon, on y va? J'y vais progressivement. Si cette force n'est qu'un outil, depuis Fukushima, la France a aussi lancé une vaste évaluation de son parc de centrales. Sur le bureau de l'autorité de sûreté nucléaire à Paris, les rapports d'expertise menés par les différents exploitants. Ils ont bien traité la partie séisme. Nous, ce que nous faisons, et nous le faisons de manière intransigeante, nous procédons à l'analyse de tout ce que les exploitants nous remettent, ce qui peut nous conduire à remettre en question les affirmations des exploitants, leur demander des calculs, des démonstrations supplémentaires, ou carrément des dispositions constructives, des modifications de l'installation. Les résultats seront connus à la fin de l'année et sont très attendus car la France n'est pas à l'abri d'un accident. Nous sommes à Bolène, à une 50aine de kilomètres de Cruas. Juillet 2008, le site nucléaire de Tricastin rejette accidentellement de l'uranium dans l'environnement. Plusieurs cours d'eau sont touchés par la pollution radioactive et les habitants sont obligés de prendre des mesures de précaution. Paul Aymar était déjà le premier adjoint de la ville. Depuis l'accident, il a perdu confiance. On est toujours en train, quand il y a des petits pépins, de savoir si on nous a prévenu en temps voulu, si on nous dit la vérité, quoi, vu avec ce qu'on a vécu, quoi. Voilà. Donc c'est un supplément d'inquiétude. Hein. La filiale d'Areva, coupable du rejet, vient d'être condamnée. Une première victoire pour Paul Aymar et les associations de riverains. Toujours au téléphone. En plus du ça, là. Un véritable homme d'affaires. Hein. Raphaël Nouguet est un jeune agriculteur. Il produit des amandes et des cerises à quelques kilomètres seulement de la centrale. Si les contrôles sont nombreux, difficile aujourd'hui de faire oublier l'étiquette Vallée du Rhône. On fait partie de cette Provence que les puristes ne veulent plus. On a des terres qui font partie des plus grands rendements de la région. Mais l'image qui tourne autour, malheureusement, est trop nuisible à l'agriculture actuelle. Un chiffre explique en partie cette mauvaise image. Selon les autorités de sûreté, le parc nucléaire français connaîtrait plus de 600 incidents par an, la plupart anodins. Mais ce chiffre est en constante augmentation, de quoi motiver la mise sous surveillance actuelle des centrales. Alors vous aujourd'hui qui êtes chef de ce chantier, comment est-ce que vous pouvez nous garantir que la sécurité est optimale ? La sécurité de ce réacteur EPR de 3e génération, c'est d'abord une affaire de conception. C'est dès la conception de ce réacteur, prendre en compte les accidents graves à la conception. C'est un réacteur conçu dans les années 90-2000 et qui a intégré tout le retour d'expérience des 58 réacteurs d'EDF. Là, on voit les 2 réacteurs de Flamanville 1-2 qui sont en opération depuis 25 ans. Et finalement, on combine toutes les améliorations de sûreté, tous les meilleurs standards de sûreté sont implémentés dès la conception sur cet EPR qu'on est en train de construire. Et par exemple, quand il y a des incidents type Fukushima, est-ce que c'est des scénarios que vous venez additionner pour cet EPR-là ? Complètement, ça a été toute la démarche d'EDF à la fois pour les 58 réacteurs en fonctionnement et l'EPR en construction. On a repris toutes ces bases de conception, en particulier le séisme, l'inondation, les pertes de sources électriques. Un exemple, la plateforme du site
est à 12,40 m au-dessus du niveau de la mer. Et c'est 4 mètres de marge par rapport aux hypothèses les plus hautes qui ont été étudiées. Bonjour Monsieur Fauss. Est-ce qu'on peut raisonnablement sortir du nucléaire aujourd'hui? Alors, les pays comme les nôtres, l'Europe peut sortir demain du nucléaire. On va se retrouver très très loin au 300e rang mondial, je ne sais pas, parce qu'on se mettra à payer l'énergie de façon fantastique, quoi. Donc on ne vivra plus du tout de la même façon. Il va falloir tout importer, en fait. Mais la planète, l'humanité ne se passera pas. On peut se rouler par terre, je veux dire, on peut se trépigner. L'humanité ne peut pas s'affranchir. De toute façon, on en manquera. C'est ça, il faut aussi faire avec ça, hein. Il faut se rendre compte que d'ici 40 ans, la planète, l'humanité manquera d'énergie, hein. Et donc, elle ne peut pas s'affranchir d'une énergie comme celle-là. Dire qu'on peut diminuer la part du nucléaire peut être effectivement quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que comme de toute façon, on va augmenter nos besoins énergétiques dans l'avenir, je vais vous donner qu'un chiffre. Vous entendez parler de temps en temps de pic de consommation en France, hein. Eh bien, quand vous regardez la dernière fois, qui était le 19 décembre 2010, hein, vous avez le pic, donc le record qu'on a toujours aujourd'hui. Vous regardez le minimum de la consommation à 3 heures du matin, ce jour-là. Eh bien, le minimum, c'était le record 8 ans avant. Donc, vous voyez que plus ça va, effectivement, plus on consomme, en fait, d'électricité. Donc, on ne pourra pas sortir du nucléaire ou même réduire la part du nucléaire tant que nous continuons, nous, à consommer tel qu'on consomme. Absolument. J'ai foi dans la recherche, quand même, pour trouver à la fois des améliorations, des moyens. Vous avez les générations là, de chercheurs qui montent, qui vont prendre le relais et qui vont encore améliorer les choses. Et sur quoi travaillent-ils, ces chercheurs? Eh bien, ils travaillent dans tous les domaines, à la fois le domaine on va dire de traitement des déchets, hein, avant donc leur stockage. Vous avez entendu parler des réacteurs de 4e génération ensuite. Donc ce seront des réacteurs qui seront complètement différents. Vous avez entendu parler de ITER. Et puis vous avez malgré tout aussi forcément effectivement les énergies renouvelables. Donc il faut améliorer les rendements, etc. Il y a un domaine dans lequel il faut absolument travailler, c'est le stockage d'énergie à grande échelle. On ne sait pas stocker l'énergie à grande échelle aujourd'hui. Si nos politiques disaient, on va mettre les moyens là-dessus, ça se coûte ce que ça coûte, mais avant 10 ans, je veux qu'on sache stocker l'énergie à grande quantité, là, on ferait des progrès sur le renouvelable. Oui, parce que vous pourriez mettre des éoliennes en plein désert, à des endroits où vous avez des rendements de 40%, etc., sans avoir des dizaines de kilomètres, évidemment, de fils pour évacuer cette électricité. Alors là, oui, on fera des progrès. Ce jour-là, on fera des progrès. Alors, pour revenir encore une fois sur la sécurité, est-ce qu'on peut craindre un incident de grande ampleur sur des vieilles centrales françaises, type encore une fois Fessenheim ou Tricastin? Est-ce que c'est un risque en France aujourd'hui? Ce que je connais, moi, de la situation française, fait que je n'ai pas de crainte, honnêtement. Et si vous appuyez sur du concret avec les situations en France, que ce soit en bord de mer, que ce soit dans les zones sismiques, etc., honnêtement, non, je n'ai pas de crainte. Franchement, je n'ai pas de crainte. J'aurais plus de crainte de l'industrie chimique ou autre par endroit, qui est quand même beaucoup moins contrainte en réalité que cette industrie nucléaire. Mais si l'on veut espérer une sortie du nucléaire, il va surtout falloir développer les énergies renouvelables, éolien, biomasse ou photovoltaïque par exemple. Le photovoltaïque, au sortir du Grenelle, a bénéficié de crédits d'impôt octroyés par les pouvoirs publics. Mais entre-temps, la crise est passée par là. C'est Sandra Cerquera qui nous en parle. Sous le soleil de Midi-Pyrénées, Antoine Farco installe des panneaux photovoltaïques depuis 10 ans. Entre 2006 et 2010, les tarifs de rachat de l'électricité sont avantageux. La filière est en plein essor et son entreprise se développe. Puis survient le moratoire du gouvernement qui gèle les projets et son activité tourne alors au ralenti. Sur ce toit, les panneaux sont prêts mais ne fonctionnent pas. Après annulation de la demande, il a fallu refaire un dossier auprès d'EDF. Nous aurions déjà dû pouvoir nous raccorder tout de suite et commencer à produire. Ce n'est pas le cas puisque nous sommes toujours dans l'attente de la pose des compteurs, du traitement du dossier, même du devis de RDF. Une perte de temps et d'argent pour son entreprise,
et une attente difficile à justifier auprès des clients. Celui-ci a vu ses panneaux posés il y a des semaines, mais toujours aucun retour d'EDF. Quand on voit les difficultés qu'on a pour traiter les dossiers de nos clients, demande de raccordement ERDF, où on nous rejette un dossier parce qu'on n'a pas mis une croix sur la localisation du point de raccordement, alors qu'on a mis le plan de situation, le plan de masse. Il y a une espèce de harcèlement permanent sur le traitement de nos dossiers. Une lenteur administrative à laquelle s'ajoute une baisse de 20% du tarif de rachat de l'électricité. Conséquence, une activité en déclin. Antoine Farco a dû licencier la moitié de ses 12 salariés. Sur les 25 000 emplois créés par la filière, plus de la moitié seraient déjà menacés. Dossier classé. Presque. Un coup de frein pourtant inévitable, assure-t-on au ministère de l'écologie. Le photovoltaïque coûterait 4 fois plus cher que l'électricité vendue sur le marché. Et ces dernières années, c'est la France qui proposait les tarifs de rachat les plus attractifs d'Europe. Nombre de projets sont alors devenus support à spéculation financière. C'est des abus, on ne peut pas non plus en vouloir aux gens. On a mis en place des tarifs qui permettaient de subventionner le développement de la filière, qui eux n'ont pas bougé alors que la filière avait des coûts de développement qui eux baissaient. Donc ça veut dire que du coup tout le complément entre les deux, c'était de la marge. C'est pas de la marge illégale, simplement elle était là. On ne pouvait plus justifier aux yeux des Français qui payent encore une fois cette addition, qui est une marge déraisonnable. Pour ces écologistes, derrière les décisions du gouvernement se cache tout simplement le lobby du nucléaire. Les entreprises ont joué le jeu, les particuliers se sont passionnés pour la question, et au bout de 3 ans, on se demande même pourquoi, on se dit tiens parce que ça marche, mais on va casser le truc. Au moment du moratoire, les professionnels de la filière se regroupent et créent le collectif « Touche pas à mon panneau solaire ». Tous les 3 en font partie. Ils ont déposé un recours devant le Conseil d'État et porté plainte contre EDF. On a des petits bijoux industriels. Comme l'État ne leur donne pas le marché national, comment voulez-vous qu'ils deviennent des champions à l'export? C'est impossible. Sur le marché du solaire, entre les petites sociétés et les groupes du CAC 40, la concurrence est rude. Là, en fait, on est en train d'asphyxier les petites entreprises. Une fois qu'il n'y en aura plus, ou presque plus, eux, ils peuvent attendre. En trésorerie, ils sont larges. Ils ont le temps de venir voir. Nous, par contre, petite PME, c'est différent. On a besoin, nous, aujourd'hui, de travailler immédiatement, tout de suite. Au moment où les petites PME sont en crise, de grandes installations fleurissent à tour de bras. Récemment, la plus grande ferme solaire de France a été inaugurée en Provence. 36 hectares en altitude. On est loin, très loin, des projets modestes en zone urbanisée. Nous sommes ici à Paris, sur la terrasse de l'immeuble L'Austran, situé dans le 14e arrondissement. Cet immeuble est un ancien entrepôt EDF qui date de 1929. Il a été réhabilité il y a quelques années par un architecte qui s'appelle Emmanuel Saadi. Sa particularité, il a voulu en faire un immeuble autonome en énergie. Et pour cela, il a mis en place cette peau photovoltaïque que vous voyez derrière moi. 1000 mètres carrés de façade recouvrent le bâtiment. C'est 45 000 cellules comme celle-ci qui donnent l'énergie au bâtiment. Aujourd'hui, c'est une pépinière d'entreprise. Monsieur Gentil, on vient de voir ce sujet sur le photovoltaïque. Est-ce que, selon vous, c'est prometteur? Oui, tout à fait. Il y a un fort potentiel de développement des énergies renouvelables dans ce pays, ne serait-ce que pour atteindre l'objectif de 23% de notre électricité produite par des énergies renouvelables d'ici 2020. On n'est pas en avance et il y a évidemment un fort potentiel. Quand j'ai dit ça, il ne faut pas être uniquement dans une logique de développement à l'infini de la production d'électricité. Il faut aussi intégrer la nécessité de réduire et la production et la consommation d'énergie. Et puis surtout, dans cette logique-là, on va épuiser un certain nombre de ressources. Toutes les formes d'énergie ont aussi des impacts. Le photovoltaïque, c'est aussi des terres rares, du silicium qui est exploité et les ressources ne sont pas infinies. Et là, nous sommes dans un bâtiment
où bien sûr c'est intéressant de voir ces cellules photovoltaïques qui permettent à ce bâtiment d'acquérir une relative autonomie énergétique, mais le gros enjeu, c'est vraiment d'isoler tout le bâti ancien. Hein, ce bâtiment-là, c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg. La difficulté, c'est qu'il y a un gros effort à faire sur les consommations d'énergie, sur les réductions de consommation énergétique. C'est 40% hein, dans le bâti. Hein, dans le bâti ancien. Voilà, dans le bâti ancien, Mais alors, comment faire pour réhabiliter ce bâti ancien et en faire des bâtiments qui consomment moins? Il faut investir, et là on a une chance formidable pour ce pays, c'est que rénover le bâti ancien pour améliorer ses performances énergétiques, vous avez évoqué un potentiel moyen de 40%, ce qui est énorme. Si on se lance là-dedans, c'est le moyen de créer un nombre important d'emplois dans le secteur du bâtiment. C'est aussi ça qui permet à un grand nombre de citoyens qui aujourd'hui ont des difficultés pour payer leurs factures de gaz, d'électricité, d'être moins précaires énergétiquement. Économie d'énergie, on voit quand même que les comportements ont changé, on fait quand même plus attention à sa consommation, on ne laisse pas les lumières allumées, on ferme le robinet d'eau. Est-ce que foncièrement, il faut aller encore plus loin? Bien sûr, il faut aller plus loin. C'est important qu'au niveau du plus grand nombre de citoyens, il y ait la prise de conscience individuelle, mais il y a aussi besoin de réponses collectives. Aujourd'hui, il y a ce que vous évoquez, des petits gestes, mais on voit aussi se développer tout ce qui est climatisation électrique. On voit toujours énormément d'enseignes lumineuses qui, soit dit en passant, génèrent une pollution nocturne, notamment pour un certain nombre d'espèces vivantes. Alors, et franchement, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose, les enseignes lumineuses la nuit. Là, voilà, il y a vraiment des enjeux extrêmement importants. Et pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique qui passe par des systèmes incitatifs, qui passe parfois par de l'interdiction ou de la régulation de cette consommation excessive d'énergie qui, là, dans les deux exemples que je prenais, ne dépend pas exclusivement des seuls citoyens dans leur foyer. De combien faudrait-il réduire notre consommation pour pouvoir, à un moment, espérer sortir progressivement du nucléaire? Au moins 25%. Et réduire sa consommation de 25%, c'est quoi? Concrètement, pour un citoyen lambda, ça veut dire se passer d'un certain nombre d'accessoires qui ne sont pas toujours fondamentaux. On a évoqué la climatisation. Ça veut dire chauffer son logement avec des températures qui baissent de 1 ou 2 degrés. Ça veut dire arrêter ses appareils lorsqu'ils sont en veille. Mais il y a aussi un autre levier qui est important, c'est l'isolation énergétique du bâtiment. On a dans ce pays, alors c'est vraiment le gratin, quelques tours, quelques immeubles à énergie positive, c'est-à-dire des immeubles de bureaux ou d'habitation qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc vous voyez que dans ce cas-là, la réduction elle est importante. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait la volonté politique et des investissements. Mais des investissements, je le répète, qui sont rentables en termes d'emplois créés dans notre territoire. Aujourd'hui, la photo en France, c'est les emplois directs et indirects du nucléaire, c'est 100 000 emplois. À titre de comparaison, toujours en France, le photovoltaïque, 25 000 emplois environ. Alors qu'évidemment, ce n'est pas un quart de l'énergie en France qui est produite par le photovoltaïque. Et puis, autre comparaison, en Allemagne aujourd'hui, les emplois directs et indirects éoliens, photovoltaïques et biomasse, c'est à peu près un petit peu moins de 350 000 emplois. Le kilowatt énergie renouvelable crée plus d'emplois aujourd'hui que le kilowattheure nucléaire. Voilà, maintenant c'est à vous de juger. Nous, on se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr.